La Confédération des États du Sahel souffle sa première bougie 12 mois après sa création, focus sur les actions menées et les bilans sous la présidence d'Assimi Goïta. Sur ce plateau, nous recevions M. Louis Diarra, secrétaire permanent à la Direction nationale de l'enseignement catholique. Il revient avec nous sur la crise qui secoue le secteur et sur la menace de licenciement des enseignants. La première journée de la CAN féminine 2025 s'est achevée lundi 7 juillet avec 6 matchs de poule disputés. Retour sur les résultats marquants dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. La Confédération des États du Sahel a célébré son premier anniversaire ce dimanche 6 juillet. En 12 mois, sous la présidence d'Assimi Goïta, elle a posé les premiers jalons d'une coopération inédite entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aminata Keïta nous en dit plus. Le 6 juillet 2024, le Centre international de conférence de Niamey a abrité le premier sommet du Collège des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, jour qui a marqué la création de la Confédération des États du Sahel. Une première année effectuée sous l'exercice du président de la transition malienne, le général Assimi Goïta. Pendant cette première année, l'Alliance, qui constitue un vaste territoire enclavé de 2,8 millions de kilomètres carrés, a instauré des plans de paix et de sécurité communs d'une part, la mise en place des institutions nécessaires à la réalisation de la Confédération AES et d'autre part. L'une des premières actions a été l'officialisation du logo de la Confédération le 30 décembre 2024 et de sa devise « Un espace, un peuple, un destin ». Le 21 janvier 2025, l'AES a procédé à la mise en place d'une force unifiée de 5000 soldats issus des armées du Niger, du Mali et du Burkina pour assurer la défense des 3 États tous confrontés au terrorisme et à l'insécurité croissante. Le 29 janvier 2025, le passeport biométrique commun de la Confédération a été lancé, fabriqué en polycarbonate et doté d'une puce électronique pour la collecte et le stockage des données biométriques ne comportant ni la mention ni le logo de la CEDEAO. La carte biométrique nationale du Mali a également été adoptée comme modèle de carte d'identité pour l'ensemble de l'espace AES. Le 22 février 2025, l'Alliance est dotée d'un drapeau de forme rectangulaire avec un fond vert représentant les ressources naturelles de l'espace confédéral. Le 10 mai 2025, l'AES a officiellement adopté une hymne de 3 couplets dénommée Sahel Benkan. Cette hymne rend hommage au passé héroïque du peuple du Sahel, magnifie l'intrépidité de ses fils et filles, loue leur prouesse avant d'envisager un avenir radieux pour cet espace géographique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. En perspective, les pays de l'AES prévoient de créer la Banque confédérale d'investissement et de développement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, accompagné de l'instauration d'un prélèvement confédéral sur les importations hors UEMOA pour assurer le financement des projets. La création de la télévision de l'AES. Dans le domaine des infrastructures, la Confédération a validé un ambitieux programme incluant un projet d'autoroute Niamey-Bamako de 1446 km et l'élaboration d'une feuille de route pour le développement ferroviaire. Le volet agricole prévoit un plan d'aménagement de 2 millions d'hectares pour les productions végétales et animales. Et enfin, un projet de création d'une compagnie aérienne confédérale et l'établissement d'une centrale d'achat pour les produits de première nécessité. Hier, sur ce plateau, avec Khalifa Raymond Kamaté, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique, nous abordions la menace de licenciement de plus de 1600 enseignants des écoles catholiques. Aujourd'hui, nous recevons la réponse de l'autre partie. Avec nous donc M. Louis Diarra, secrétaire permanent à la Direction nationale de l'enseignement catholique, pour comprendre les raisons de ces licenciements d'enseignants et les perspectives de sortie de crise. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Alors, M. Diarra, après l'interview du Syntec hier, beaucoup se demandent comment et pourquoi en est-on arrivé là. Avez-vous des explications par rapport au licenciement des 1600 enseignants? Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Tout est parti du fait que l'État a annoncé qu'il va arrêter la subvention salariale qu'il octroyait à l'enseignement catholique depuis 1972. Tout est parti de là. Donc l'enseignement catholique a vu maintenant que sans ces ressources subsidiaires de l'État, il va falloir s'organiser en fonction de ses propres ressources dorénavant. Et ce qui nous a amené maintenant à tout un système de réaménagement que nous prévoyons. Alors, pour se réorganiser l'enseignement catholique afin de pouvoir continuer. Et parlant du licenciement des 1600 enseignants, des explications concrètes par rapport à ça?
Bon, effectivement, nous voulons réaménager, nous voulons nous réorganiser avec notre ressources très maigres. Parce que nos ressources de l'enseignement catholique sur lesquelles nous pouvons compter sont seulement les frais scolaires et quelques partenaires qui n'arrivent pas à donner, en tout cas en fonction, comme l'État nous aide. Donc, avec ces maigres ressources, il faut quand même revoir la situation. Revoir comment? Quelle perspective pour ces chefs de famille, justement? Bon, ces chefs de famille ne seront pas mis à la porte. Un licenciement, c'est pour ne pas greffer un nouveau système sur un ancien système. En matière de droit, quand on veut proposer un nouveau contrat à sortir d'une nouvelle grille qui traite moins bien que l'ancien, ou bien qui traite même mieux que l'ancien, il va falloir faire table rase d'abord de l'ancien système. Il va falloir peut-être sortir du contrat, du premier contrat, définitivement, afin de pouvoir continuer avec un nouveau contrat. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons licencier tous les anciens d'abord, qui sont sous contrat avec nous, et repartir avec eux. Bien entendu, c'est toujours le droit. Quand on licencie un travailleur pour motif économique, il a encore 2 ans sur lesquels il est prioritaire, même si on doit embaucher, la même entreprise doit embaucher d'autres personnes. En tout cas, l'ancien qui a été licencié a la priorité sur 2 ans. Et nous allons observer tout ça. Alors, est-ce que vous avez est-ce que vous avez dialogué avec ces anciens justement sur ces conditions nouvelles que vous voulez proposer? Effectivement, les enseignants, ils ont été associés à ces discussions-là, mais je pourrais dire à la dernière minute. Pourquoi à la dernière minute? Parce qu'il fallait réunir d'abord toutes les informations, faire les études économiques des écoles, voir maintenant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur proposer. Donc, dans les diocèses maintenant, les directeurs diocèses qui sont les premiers employeurs des enseignants ont rencontré chacun à son niveau de son personnel, à travers les délégués du personnel, pour leur montrer la proposition de l'enseignement catholique et de recueillir aussi leurs propositions à eux, qui a fait l'objet de PV qui ont été envoyés aux inspecteurs du travail dans ces régions pour qu'ils puissent s'annoncer sur la situation. Nous sommes à cette phase-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Bon, ça, je ne peux pas rentrer dans leur secret. En tout cas, nous leur avons informés à temps que cela va arriver, mais ce n'est pas une mise à la porte pour le faire tout simplement. C'est pour observer des situations, des points de droit. On licencie d'abord, après on te propose un nouveau contrat. Bon, maintenant c'est à eux de choisir maintenant. Est-ce qu'il faut adhérer à ce contrat ou ne pas adhérer à ce contrat? Voilà, ça va venir, peut-être d'ici le mois d'août. Le nouveau contrat sera là, la nouvelle grille sera là. Et ils vont voir. Et d'ici là, il faut quand même table rase avec le premier contrat. On ne peut pas greffer un contrat sur un contrat. Il faut sortir d'un d'abord, de l'ancien, pour aller au nouveau. Donc cette phase-là est obligatoire. C'est une transition. Voilà. Et donc l'opinion qui est quand même inquiète par rapport à cette situation, qu'avez-vous à dire justement pour rassurer? Bon, l'opinion, peut-être c'est par rapport aux informations qui leur arrivent. Je ne dis pas que tout ce qu'on raconte sur la question est faux, mais quand même, il faut aller aux principaux acteurs pour pouvoir quand même prendre la bonne information, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Hein. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Les écoles resteront ouvertes. Les écoles resteront ouvertes. En octobre, on va reprendre. Mais nous allons reprendre maintenant avec le personnel qui a accepté quand même le nouveau contrat. Parce qu'on ne peut pas continuer à proposer un traitement aux gens qu'on ne peut pas supporter. Sinon, on sera toujours dans les grèves cycliques, comme on a vu il y a 1 à 2 ans. Alors, une dernière question. Avez-vous un message à adresser justement aux parents d'élèves et même à ces enseignants qui sont dans cette situation aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce que vous évoluez sur la situation?
Bon, aux parents d'élèves, nous leur disons qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les écoles resteront. Aucune école, en tout cas, n'est annoncée pour être fermée. Jusqu'ici. Donc les écoles seront maintenues. La structure sera maintenue. Et les enseignants aussi. Seulement, le seul changement, c'est ce changement de traitement qui sera proposé aux enseignants. Mais ils seront toujours là, le même nombre, les mêmes classes, les mêmes écoles. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Je rappelle que M. Louis Diarra est secrétaire permanent à la Direction nationale de l'enseignement catholique. Ce journal se poursuit. Les vacances scolaires ont débuté et déjà des cours d'apprentissage particuliers sont proposés aux élèves. Une période charnière qui soulève l'enjeu de leur impact après une année scolaire intense. Soumaïla Fani. Démarrées officiellement le 1er juillet sur l'ensemble du territoire national, les vacances scolaires sont mises à profit par de nombreux parents pour inscrire leurs enfants aux cours d'apprentissage particuliers, notamment les cours de soutien ou encore les cours coraniques. Au lieu de laisser les enfants jouer nuit et jour dans les carrés, donc en les inscrivant à l'école coranique, ça leur permettra de gérer leur temps de vacances en bonne forme. Les enfants ils débutent la lecture à partir de 8 heures après le petit déjeuner et ils descendent à 11 heures. Donc ils passent pas toute la journée dedans. Donc ils ont un autre temps pour s'amuser. Si pour certains, les vacances sont une période idéale pour préparer sereinement la rentrée en consolidant les connaissances et en comblant les lacunes, pour d'autres, c'est une période cruciale pour les enfants de se reposer après une année scolaire intense. Des jeunes adolescents qui ont fait 9 mois entre 4 murs d'une classe et notre programmation est organisée de manière à ce que les enfants ont droit, comme vous l'avez si bien dit, à 3 mois de vacances. Les 3 mois de vacances, ce n'est pas un fait du hasard. Il faut que l'esprit de l'enfant soit reposé pour un certain temps, pour qu'à la rentrée prochaine, n'est-ce pas, la rentrée suivante, pour qu'il puisse démarrer normalement. Il estime que ces cours particuliers peuvent empiéter sur le temps de repos et de loisirs des enfants, ce qui peut nuire à leur bien-être et à leur motivation. Qu'on me dise quelles connaissances on va consolider pendant ces vacances-là. Quelles connaissances parce que ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'en faisant, c'est comme si le programme était resté inachevé pendant l'année scolaire. Toute chose qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Si le programme officiel est exécuté normalement d'octobre jusqu'au 30 juin, il n'y a pas de raison en ce moment qu'on parle de rattrapage ou bien de remédiation. Non. C'est-à-dire les cours de remédiation doivent être organisés pendant l'année scolaire. Vous comprenez ça? Pendant l'année scolaire, les enfants font 3 mois de cours dans le programme. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a des défaillances au niveau, on peut faire des cours de remédiation. J'ai dit les vacances là, il faut laisser l'enfant se reposer intellectuellement et spirituellement. Il propose donc qu'il faudrait plutôt mettre à profit cette période pour engager les enfants à des activités qui ne génèrent pas une pression supplémentaire et qui ne réduisent pas non plus leur temps de détente, nuisant potentiellement à leur bien-être. Sur un tout autre plan, la campagne cotonnière 2025-2026 a fait face à de sérieux défis dans plusieurs localités du Mali. Des menaces qui pèsent sur la production de l'or blanc, pilier de l'économie nationale. Djaneba Samaki. Lancée il y a quelques mois, la campagne cotonnière risque de ne pas tenir toutes ses promesses cette année, engendrée par des défis. Les producteurs de coton n'ont pas encore été intégralement payés pour la campagne précédente. Ces impayés créent des difficultés financières pour les cotonculteurs, les rendant réticents à s'engager pleinement dans la nouvelle campagne, d'autant plus qu'ils craignent de s'endetter davantage. Gɛlɛya b'a kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ angɛrɛ ma sɔrɔ hali ne yɛrɛ ma sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen min ma angɛrɛ sɔrɔ kɔrɔwariw ma sɔrɔ hali ka fɔ
Un autre facteur qui pourrait compromettre la campagne cotonnière est l'apparition précoce et significative des jacides signalés dans la zone de Kadiolo, Kita, Kuchala et Sikasso. Ces insectes sont des redoutables ravageurs du coton et peuvent causer des pertes importantes si des mesures de lutte ne sont pas mises en place rapidement et efficacement. À partir du 15 juillet, le 20 juillet, au cas a autorisé pour que Bagaïn Kassika sera Anganga et Koru sera Jamanaka Lafia, Jamana Soroka Bassi. Même si on a les engrais, si on n'utilise pas ces produits anti-jacides, il faut se dire que les engrais ne vont servir à rien. Ça serait seulement endetter les paysans parce qu'ils n'auront pas de coton. Donc je demande à tout le monde qui se trouve dans des instances de décision concernant le coton, la filière coton, de prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir sauver la campagne. Le coton est une source de revenus vitale pour des millions de Maliens et un pilier de l'économie nationale. Ces facteurs combinés pourraient entraîner une baisse de la production cotonnière pour la campagne 2025-2026. Une réduction qui aurait des répercussions importantes sur les revenus des producteurs, les recettes d'exportation du pays et plus largement sur le développement rural. La compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, et les autorités sont appelées à agir rapidement pour résoudre ces problèmes afin de sécuriser cette campagne et d'éviter une crise majeure dans le secteur du coton. Actualité internationale, longtemps discrète sur la scène africaine, l'Espagne cherche aujourd'hui à renforcer sa présence sur le continent. À travers un sommet inédit organisé à Madrid, le pays affiche ses ambitions. Coopération économique, sécurité, migration, quels sont les véritables enjeux de ce rapprochement? Moussa Traoré pour des éléments de réponse. À Madrid, depuis ce lundi 7 juillet, l'Espagne déroule le tapis rouge à ses partenaires africains. Une quarantaine de délégations venues de tout le continent prennent part à ce sommet de 2 jours qui veut marquer une nouvelle ère. Longtemps peu présente en Afrique subsaharienne, l'Espagne cherche désormais à s'y implanter durablement. Cette stratégie s'articule autour de plusieurs ambitions, par exemple favoriser le développement durable africain, créer davantage de liens entre les économies africaines et espagnoles, lancer des programmes de formation et d'études à destination des jeunes africains ou mieux réguler l'immigration. Madrid veut limiter les départs vers ses côtes en investissant directement sur le continent, notamment dans les secteurs agricoles, énergétiques et éducatifs. Mais l'Espagne doit faire face à une concurrence déjà bien installée. Chine, Russie, Turquie, les partenaires se bousculent en Afrique. Madrid entend jouer sa carte, celle de la proximité géographique et du partenariat d'égal à égal. Mais au-delà des annonces, beaucoup s'interrogent. S'agit-il d'un engagement durable ou d'une simple stratégie conjoncturelle? Pour de nombreux analystes, l'Espagne tente aujourd'hui de rattraper son retard et le sommet de Madrid pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ambition africaine. Sport à présent, la première journée des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 s'est clôturée hier lundi 7 juillet après 6 rencontres des phases de groupe. Retour sur les résultats dans ce commentaire signé Assetou Mani Koulibaly. 12 équipes féminines africaines s'affrontent au Maroc depuis le 5 juillet dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Clôturée hier, la première journée des phases de groupe a permis à certaines équipes de réussir leur entrée. Le champion en titre, l'Afrique du Sud, a bien entamé la compétition et la défense de son titre. L'équipe s'est imposée 2-0 face au Ghana. Auréolée de son premier titre continental, l'Afrique du Sud ambitionne de conserver sa couronne. Dans le même groupe C, le Mali, absent lors de l'édition 2022, a également réussi son entrée avec une victoire 1-0 face à la Tanzanie. Un succès qui permet à l'équipe malienne de décrocher 3 points décisifs et de bien se positionner dans ce groupe C en vue de la suite du tournoi. L'équipe la plus titrée, le Nigeria, a confirmé son statut en s'imposant 3-0 contre la Tunisie. L'Algérie a pris le dessus sur le Botswana 1-0. Le pays organisateur, le Maroc, a évité de justesse la défaite à domicile en arrachant un match nul 2-2 face à la Zambie. Enfin, le Sénégal
a signé la plus large victoire de cette première journée en dominant la RDC 4-0. La deuxième journée débutera demain mercredi, après une journée de repos. Le Mali, qui partage la tête de son groupe avec l'Afrique du Sud, affrontera le Ghana vendredi 11 juillet, jour de clôture de la deuxième journée des phases de groupe. À noter que les confrontations de cette deuxième journée seront cruciales pour la suite du tournoi et la qualification en quart de finale. Voilà, point final à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.